Je souhaite particulièrement, c'est que nos enfants soient enfin protégés des prédateurs et des criminels. Quand on les laisse à l'école, ils sont en sécurité. Ils sont censés être en sécurité. Salut, c'est Azilis, je suis journaliste chez Brut et il y a quelques jours, je suis tombée sur un chiffre qui m'a interpellée. 15 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris en 2025 pour des faits d'agression sexuelle dans des écoles maternelles de la capitale. Mais ces faits, on les retrouve partout en France, dans des communes de Bretagne ou encore d'Isère. Résultat, j'ai voulu donner la parole à celles et ceux qui se battent pour alerter l'opinion publique et renforcer la protection des enfants. J'ai notamment pu m'entretenir avec une mère de famille. Elle a accepté de nous livrer l'histoire de sa fille qui aurait été victime d'agression sexuelle par un animateur de son école maternelle lorsqu'elle avait 5 ans. J'ai pu consulter le procès-verbal ainsi que le compte-rendu de l'examen médico-psychologique de l'enfant. Je tiens à vous avertir que ce témoignage contient des propos très difficiles à entendre. C'est un vendredi soir, on l'a voyant sortir de l'école. Elle a eu une attitude tout de suite très particulière. Déjà la veille, elle avait été très différente de la petite fille que je connaissais. On était chez l'ophtalmo, elle s'est allongée par terre. Pas du tout ma fille. Et ce vendredi soir, on la récupère, on devait aller fêter l'anniversaire de ma belle-mère à l'époque. Donc elle est montée dans la voiture et on lui a mis le siège auto avec un bouclier et malgré l'entrave du bouclier, elle a réussi à se mettre en boule en nous disant tout de suite « j'ai très très peur, mais je peux pas vous dire ». Donc tout de suite une chape de plomb s'est abattue sur mes épaules en me disant mais voilà, puis on a fait tout le trajet avec une petite fille qui pleurait. Et puis elle est restée. On est arrivé chez mes anciens beaux-parents, au lieu d'aller voir les chats, mes beaux-parents qu'elle adore, ses grands-parents, elle est montée tout de suite dans la chambre et pendant plusieurs heures, elle est restée collée à moi, refusant de parler, refusant de descendre, refusant d'aller grignoter, d'aller prendre un bain. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose de grave s'était passé. Voilà. Et on a passé un week-end avec une petite fille qui n'a presque pas parlé, presque pas mangé. Et dormi exclusivement collée à moi. Le lundi, en allant à l'école, elle m'a dit « Tu sais, maman, le secret, faut pas le dire. J'ai un secret, faut pas dire. Sinon, il va y avoir un... » Sinon ça va pas bien se passer, j'ai très très peur mais ça va. Elle était sur cette trottinette, je la vois encore zigzaguer. Et elle avait pas émis de protestation, l'idée d'aller à l'école ne la dérangeait pas, voilà. Et ça a duré quelques jours comme ça, quelques semaines, où au fur et à mesure elle distillait des informations qui allaient s'avérer de plus en plus terribles, en fait. Des petites choses comme ça, assorties d'un chapelet de symptômes étranges, un eczéma qui est sorti très rapidement, avec des mollusques, comme plein de choses comme ça qui sont sorties sur son corps. Qu'est-ce qu'elle te disait ? Elle mettait sa tête sur mon cœur et elle me lisait une lettre, donc avec ces mots d'enfant, de petite fille qui va avoir 5 ans, en me disant qu'elle avait très très peur, qu'elle ne pouvait pas parler, qu'on lui avait dit que si elle parlait, on allait venir tuer papa, maman et sa petite sœur à la maison, qu'on savait où elle habitait. Quelques semaines plus tard, elle a parlé cette personne qui lui a montré sur un téléphone d'abord des vidéos d'un personnage d'un dessin animé qu'elle aimait bien à l'époque, qui s'appelle Dragon, enfin bref, de Croque-Mou, etc. Puis des vidéos de bonbons, et puis des mariages avec des enfants, des gens qui se font des bisous avec les fesses, des gens tout nus. Elle a décrit physiquement une position gynécologique d'une femme nue, en faisant une description de l'appareil génital de cette femme, toutes ces choses-là, et puis elle a révélé le nom, enfin en tout cas le surnom de cette personne, puis elle me contait ce poème, cette comptine, j'ai du mal à mettre ces mots-là parce que c'est censé être joli, donc ces choses-là, c'était son prénom, le couvert, ingère cet animal avant qu'il ne te morde, le prénom de sa sœur, d'autres couverts,
un verre par exemple, n'importe quoi, une fourchette, un couteau. Le mien, celui de son père, bref. Comme ça, et ça longtemps, hein, elle me citait cette je vais dire une comptine encore, mais c'est déplaisant comme terme. Voilà, et puis elle a refusé de s'approcher de son papa, et puis bref, puis elle a commencé à se révolter à l'idée d'aller à l'école, à s'arracher une mèche de cheveux, à se faire volontairement pipi dessus, à vouloir être harnachée dans ses vêtements, comprimée, serrée dans les chaussures, les chaussettes, toutes ces choses-là. Se jeter contre la porte pour pas y aller, des hurlements. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, après ce week-end chez les beaux-parents, je l'ai emmené chez la pédiatre, qui a constaté donc une inflammation de ses parties génitales. Et surtout, le comportement de ma fille était... Elle adorait sa pédiatre, hein, vraiment, c'était... Mais là, sur la table d'examen, ça a été un supplice. Elle était allongée, et au moment de regarder entre ses jambes, elle a penché la tête vers moi, sur le côté, et elle dit « Je t'en supplie, s'il te plaît, maman, non. » Donc la pédiatre a regardé très rapidement pour constater donc cette inflammation. Et tout de suite, elle s'est jetée sous la table d'examen et elle n'a pas bougé, recroquevillée. Puis elle s'est mise à hurler, à pleurer, et à ne plus parler du tout. Voilà. Bon. Puis on a fini, je faisais sécher l'école régulièrement, puis j'ai fini par la déscolariser. Comment tu as réagi, toi, face à tout ça? Quelle a été la première chose que tu as fait quand tu as su qu'il s'était passé quelque chose? J'ai appelé la directrice, qui m'a tout de suite entendu, qui a fait remonter l'information à qui il fallait. La rêve de l'époque s'en est absolument pas inquiétée, elle a averti tout le staff, toute l'équipe du périscolaire. Voilà, j'ai été reçu par la rêve, qui s'est littéralement moqué de moi en me disant « mais c'est un truc entre enfants, c'est le printemps, on regarde de tout temps, on regarde sous les jupes des filles, ça a toujours existé, partout. » Elle a repris le surnom en disant « il n'existe pas. » Bref. Donc ça s'est très mal passé, hein. Elle s'est moquée de moi littéralement. L'institutrice m'a dit « mais pas du tout, il s'est rien passé, il se passe rien. Votre fille va bien. » Donc très rapidement, on est poussé comme ça, et la directrice n'était pas censée s'en mêler, puisque périscolaire et école sont maintenant séparés. En fait, la journée d'un enfant à l'école alterne entre temps scolaire et temps périscolaire. En gros, l'accueil du matin et du soir, la pause du midi et l'accueil de loisirs du mercredi sont des temps périscolaires. Si l'éducation nationale gère et finance le temps scolaire, le périscolaire, lui, dépend des collectivités. Les animateurs périscolaires sont donc recrutés directement par les mairies. Donc aucune mesure n'a été prise pour cet animateur? Il n'a pas été mis à l'écart, ni quoi que ce soit? Alors, ce qui est très particulier dans l'affaire de ma fille, c'est que c'est arrivé en mars 2021, et qu'il y avait un cluster Covid à l'époque, donc une grande partie de l'équipe a été remplacée. Et cet animateur faisait partie des animateurs remplaçants. Donc non. Il n'y a pas eu d'éviction de qui que ce soit. On a nié la présence de certaines personnes à ce moment-là, sur ces semaines-là. On a refusé littéralement, la rêve a refusé littéralement de me dire qui était là. Rien n'a été fait. Pour revenir un peu, tu portes plainte donc pour agression sexuelle sur mineur, c'est ça? Je porte pas plainte au départ, on refuse ma plainte. On me demande de déposer une main courante. Pourquoi on refuse ta plainte? Parce qu'on me dit que ça fonctionne pas comme ça à Paris. On me dit que l'OPJ qui me reçoit, bien que très empathique, me dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, madame. Ici, il faut déposer une main courante, et si on juge qu'il y a suffisamment d'inquiétude, de matériel, la BPM vous rappellera, la brigade des mineurs. Donc je dépose cette main courante, avec toutes ces informations, un déroulé
Ça dure un moment, et puis à partir de ce moment-là, je dois attendre que la BPM me rappelle. J'attends, et je donne littéralement dans le harcèlement. J'appelle la BPM plusieurs fois, en disant on en est où? Vous allez me recevoir quand? Il faut que je dépose plainte. Mais c'est très long. C'est une période de combien de temps à peu près? Je sais plus, c'est quelques mois, oui. Malgré mes relances, hein. Donc c'est un... Voilà. Puis un jour, on est enfin convoqué et on y va. Moi, ça a duré un peu plus de 3 heures, il me semble. Avec une brigadière tout de suite moins dans l'empathie. Tout de suite, ça tourne presque à la confrontation. C'est un moment très désagréable où je me sens pas du tout entendu, où ma détresse n'est pas reçue. C'est d'une grande violence parce qu'il faut tout répéter. Et à chaque fois que je dois parler de ce qui est arrivé à mon enfant, j'étais pas là, hein. Il y a des images qui viennent. Voilà, c'est une horreur. Et ta fille a été auditionnée aussi? Elle a été auditionnée beaucoup plus tard, sur conseil de nos avocats qu'on avait à l'époque, parce qu'elle était murée dans le silence, elle faisait des crises, des colères dissociatives, c'est ce que les psychiatres, les pédopsychiatres m'expliqueront à ce moment-là. Donc elle a été auditionnée presque 18 mois plus tard et elle a refusé de parler. Elle a juste bougé son doigt comme ça. Là où j'ai été très étonné, c'est qu'elle a été auditionnée. Normalement, il y a un cadre, une procédure pas très particulière, seulement avec la brigadière, pas de psy sur place. Ça n'a pas duré longtemps. Et la brigadière était toujours aussi agréable et froide. Alors je fais juste une pause pour vous donner un peu de contexte. L'audition d'un enfant victime de violence est une procédure extrêmement encadrée par la loi. Pour ça, en France, les gendarmes ou policiers de la brigade de la protection des mineurs, aujourd'hui appelée brigade de protection des familles, appliquent un protocole pour recueillir la parole des jeunes victimes mineures. C'est ce qu'on appelle l'audition Mélanie. Dans ce cadre, l'enfant est reçu dans une salle sans ses parents ou tuteurs légaux. Ensuite, il est auditionné par un officier de la police ou de la gendarmerie. Un psychologue peut également être présent lors de cette audition et assister l'officier. Pour les infractions les plus graves comme les crimes sexuels ou les violences graves, l'audition d'un mineur victime est obligatoirement filmée et enregistrée. L'objectif est notamment d'éviter de faire répéter son récit à l'enfant ou encore garantir la qualité de l'audition et la fidélité des propos recueillis. De nombreuses familles de victimes dénoncent parfois des délais encore très longs entre le dépôt de plainte et le début de l'enquête. Elle se sent toujours coupable, mais elle a 10 ans. Elle va avoir 10 ans, pardon, dans quelques mois. Elle va avoir 10 ans. Il y a cette culpabilité, ce sentiment d'être folle. Elle y est. Elle est persuadée que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Parce qu'elle ne s'y est pas opposée formellement. Mais de toute façon, vu qu'on va la remettre à l'école quelques jours plus tard, que la rêve va avoir, elle va le recroiser en fait de ce que j'ai compris, et il va lui dire mais t'étais d'accord. Si je vais en prison, tu vas en prison. C'est de ta faute. Et puis je vais tuer tes parents. Et puis c'est dans ta tête. Toutes ces choses-là, elle va retomber sur lui. C'est là que j'ai fait une erreur monumentale. J'aurais dû la déscolariser tout de suite sans être sûre et certaine de ce qui s'était passé. Bien avant cet autoportrait, cette comptine, tout. Bien avant. J'aurais dû la sortir ce vendredi soir, elle n'aurait plus jamais dû remettre les pieds à l'école. Sauf que y a ce confort à tenter le déni. Voilà. On ne sait pas où on ne sait pas. Exactement, les mots ne sont pas posés, les choses ne sont pas dites. On parle d'une petite fille de presque 5 ans, avec déjà, elle s'exprimait déjà très très bien, toutes ces choses-là, mais on n'est pas. Elle ne peut pas rentrer dans le détail. Le problème, c'est que j'ai. Bref. Les images sont là, les dessins sont là, la comptine est là, alors. Dans mon fort intérieur, j'espère que ça n'est arrivé qu'une fois, et en même temps,
c'est une fois, enfin, c'est déjà une fois, c'est déjà trop. On n'a que en fait ce sentiment, cette inquiétude, cette chape de plomb, et on est au-delà de l'angoisse, cette peur, cette douleur qui est déjà en train de nous ronger. Comment tu as réussi, toi, à l'accompagner après ta fille? Est-ce que elle est partie voir un psychiatre, un Tout de psychologue? suite, elle a vu des psychologues et des psychiatres, elle en a vu trop. Sur conseil d'un pédopsychiatre qui est très demandé dans ce domaine-là, qui est presque spécialisé dans ces affaires-là. On a vu un thérapeute, elle l'a frappé. Elle l'a frappé, elle l'a injurié, ça s'est très très mal passé, elle s'est enfuie du cabinet. Donc on a tenté la thérapie, on a tout tenté. Elle a arrêté il y a quelques mois, parce que ça ne donnait rien, parce qu'elle elle est réfractaire, elle veut pas parler et elle a confiance en personne. Elle est capable de le dire. Maintenant, elle le dit, je me méfie. J'ai confiance en personne, à part en moi, sa maman. Et encore, parfois, elle commence à... La confiance s'effrite. Et tu me disais aussi tout à l'heure que du coup tu l'as changé d'établissement. Oui. Au bout de combien de temps? À la rentrée suivante, ça a pris un peu plus de temps. Je l'ai rescolarisé qu'en octobre parce que je n'avais pas de solution. Et flou du spectacle, il a fallu que je l'inscrive dans une école maternelle qui, un peu plus d'1 an auparavant, a dénoncé des faits similaires. Il y en a d'autres, et en presque 5 ans, il y en a combien d'autres? Et avant, ma fille, il y en a eu combien? Et aujourd'hui, toi, c'est quoi ton quotidien en tant que maman? Quel est le quotidien aussi de ta fille? Est-ce qu'elle a des séquelles de tout ça? Comment vous vivez en fait tous ensemble là? Alors ma fille, la première fois qu'elle m'a posé la question comment on fait pour être heureux, c'était cet été. Donc non, elle va pas bien. Il va y avoir un changement dans son attitude en fait. On va passer d'une petite fille souriante, certes méfiante et toujours sur la défensive, à une petite fille dans une colère froide, noire en fait. Elle va finir hospitalisée en mars 2023 pour des troubles dépressifs caractérisés avec une envie de mettre fin à ses jours. Un matin où elle a pris une paire de ciseaux, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ça faisait un moment que ça durait, cette violence envers elle-même, s'arracher une mèche de cheveux, couper ses vêtements, me dire maman je vais faire une bêtise, faut que tu m'aides, je vais boire des produits ménagers, ou des choses comme ça. Je vais lui poser la question, c'est l'hôpital ou l'école ce matin? Et elle va me dire c'est l'hôpital, sauf que je ne savais pas en l'hospitalisant, j'allais l'abandonner pendant presque 5 semaines. Qu'on allait me convaincre de la mettre sous Prozac. Et elle a quel âge à ce moment-là? Elle est en CP, elle va fêter ses 7 ans à l'hôpital. Avec les portes verrouillées. Mon père ferme la porte et je ne peux plus rentrer dans ce couloir-là. Je vais avoir le droit de lui parler au téléphone un petit peu. Donc oui, je l'ai littéralement abandonné aux mains de psy parce que j'étais acculé. Je ne savais plus quoi faire pour la protéger. J'ai abandonné une petite fille qui est maigre, qui pleure, qui hurle pour que je ne la laisse pas, qui va rester aussi très apathique, silencieuse, qui va me supplier quand je leur ai au téléphone de venir la chercher. Une petite fille qui ne sait pas forcément prendre soin d'elle bien comme il faut, sa douche, ses cheveux, les démêler correctement, enfin bref. Elle va apprendre sur place. Elle va apprendre sur place, ouais. Voilà, donc sa petite sœur qui est une victime collatérale va me voir littéralement m'effondrer.
pleurer à vomir, avoir du mal à quitter mon lit parce que je suis prise d'effroi, d'une douleur physique en fait. Mais bon, tout le monde me dit, les psys, mon entourage, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères pour ta fille, mais aussi pour ce type de violence qui existe ? Je souhaite particulièrement, c'est que nos enfants soient enfin protégés des prédateurs et des criminels qu'ils vont rencontrer toute leur vie. Mais à l'école, quand on les laisse à l'école, ils sont en sécurité. Ils sont censés être en sécurité. Et je voudrais surtout que ma fille aille mieux, qu'elle vive mieux, qu'elle grandisse. Je sais pas, je voudrais qu'elle retrouve un peu plus d'innocence. Concernant l'agresseur présumé, il a également été entendu par un officier de la police judiciaire. Faute de preuves caractérisées, l'affaire a été classée sans suite au bout de quelques semaines. Alors depuis 2023, la ville de Paris a déjà suspendu 52 animateurs à la suite de signalements pour des faits d'agression sexuelle dans des écoles et des centres de loisirs. Face à la hausse des signalements, Anne et Elisabeth, deux mamans parisiennes, ont décidé de fonder le collectif SOS Périscolaire. Elles ont accepté de répondre à mes questions. Pour nous, ces chiffres, ils sont évidemment épouvantables. On peut à peine les entendre. On ne comprend pas, d'autant que nous, on s'est posé en lanceuse d'alerte, mais nous n'avons pas été entendus ni écoutés. Et ils sont d'autant moins acceptables qu'en face, la mairie de Paris déclare dans les médias que ces chiffres sont stables. Donc ce serait OK que ces chiffres soient ce qu'ils sont ? Non, je pense que ce qu'il faut évidemment, c'est que ces chiffres baissent. Et nous, on se bat pour ça en fait depuis 4 ans. Ce que ces chiffres racontent également, c'est que là, on parle d'animateurs qui sont suspendus. Et qu'on voit que dans la plupart des cas, les animateurs ne sont pas suspendus, même pour des soupçons d'agression sexuelle sur les mineurs. Aujourd'hui, dans le périscolaire, il n'existe aucun contrôle automatique du casier judiciaire par l'État, contrairement au scolaire, et aucune formation n'est exigée. La vérification du casier repose uniquement sur les communes et donc sur chaque directeur. Mais selon de nombreuses associations, faute de moyens, ces contrôles deviennent irréguliers. À Paris, il y a quand même une ossature. Il devrait y avoir des interlocuteurs pour les parents et pour les animateurs, mais les signalements se perdent toujours à un moment, et même quand ils arrivent tout en haut, voire sur le bureau du responsable justement de la petite enfance à la mairie de Paris, ne sont pas suivis d'action. Nous, on a vraiment le concret de ça, c'est-à-dire qu'on a les parents qui nous contactent, nous qui leur donnons le contact des différentes personnes, et ensuite les parents qui reviennent à nous en disant « j'ai fait ce que vous m'avez dit, il ne s'est rien passé ». L'animateur ou l'animatrice mise en cause est toujours en place, les violences continuent. Ça, c'est tous les jours qu'on entend ça. Et en province, c'est parfois encore pire parce que, en fait, la chaîne de remontée, elle est beaucoup plus courte. Il n'y a pas tous ces organismes autour. Donc, le parent, quand son enfant lui remonte un problème, de quelque nature que ce soit, il va solliciter l'équipe. Et là, en fait, très rapidement, quand il y a un problème, on arrive simplement au maire de la commune. Si le maire ne fait rien, s'il ne suspend pas l'animateur ou l'animatrice, s'il ne prend pas de décision, il ne se passe rien. Si la personne du coup est suspendue, s'il y a suspension, mais que la plainte va être classée sans suite, est-ce que la personne peut à nouveau travailler dans le secteur de la petite enfance, par exemple, redevenir animateur, animatrice et travailler avec des mineurs ? Quand il n'y a pas de condamnation, bien sûr qu'on peut techniquement retravailler. Néanmoins, là, on nous a effectivement dit que dorénavant, ce ne serait plus possible, ou que les gens seraient replacés dans les bureaux, que parfois, quand il y aurait quand même une condamnation, parfois à l'enquête administrative de la ville de Paris, les gens seraient quand même maintenus en poste, mais dans les bureaux. Nous sommes donc ravis d'apprendre que les gens problématiques vont tous se retrouver, d'après ce qu'on en sait, dans les CASP, c'est-à-dire l'organisme qui gère en fait tout ça par arrondissement, et qui sont, eux, censés recevoir les signalements, puisqu'ils sont au-dessus hiérarchiquement des animateurs. Donc là, on comprend tout de suite qu'évidemment, il y a un problème, mais pour répondre à la question, bien sûr qu'on peut retravailler, et
surtout si on change de département, on recommence à zéro et il suffit d'aller juste en banlieue, d'aller un peu plus loin pour ce qui concerne Paris, mais c'est valable aussi en province. Concrètement, quand on recrute un animateur, qu'est-ce qui est exigé dans une fiche de poste? Rien du tout? Rien n'est exigé. Vous, tous les gens dans cette pièce peuvent dans 5 minutes passer un entretien et commencer demain matin. On vous appelle à 10h et on vous demande si vous êtes disponible à 11h et voilà. En fait, c'est un métier qui est très précaire. C'est des horaires qui sont très très hachés. Il y a à peu près 40% de vacataires, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là en permanence, qui ne savent même pas s'ils vont travailler le lendemain ou la semaine suivante. Donc c'est très difficile de se projeter et de se dire bon ben voilà, c'est un métier et je vais pouvoir en vivre. Donc c'est quoi? On se retrouve avec quoi? Avec une pénurie de candidatures et donc les mairies prennent n'importe qui en fait. Nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est que l'animation doit redevenir un métier. C'est-à-dire une filière professionnelle, professionnalisée, et non pas reposer sur la chance. Parce que quand on embauche des gens sans CV, sans lettre de motivation et en vérifiant, donc comme on l'a vu, l'identité ou le passif de manière vraiment très succincte, voire inexistante, on ne peut pas compter uniquement sur la chance pour que rien ne se passe auprès des enfants. Donc évidemment que nous, on parle de revaloriser cette activité par le biais de formation, en donnant des perspectives aux gens qui veulent faire ce métier. Ça passe aussi par des process en fait. Il faut qu'on donne aux agents, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui se donnent beaucoup de mal, il y a beaucoup d'agents, donc des animateurs et des animatrices qui font leur métier très bien, mais qui se retrouvent eux-mêmes dans une souffrance aiguë, on en a tous les jours, par message ou par téléphone, parce que eux, soit ils constatent, soit ils sont en souffrance parce qu'ils sont en sous-effectif chronique ou qu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper des enfants correctement, soit ils voient dans leur propre équipe des comportements problématiques et leurs signalements ne sont absolument pas pris en compte. Le 14 novembre dernier, la ville de Paris a annoncé un nouveau plan d'action contre les violences faites aux enfants. Parmi les mesures, la suspension définitive. Désormais, si un agent est accusé par un enfant d'agression, il sera immédiatement suspendu et ça, peu importe les résultats de l'enquête. L'animateur ne sera plus jamais autorisé à travailler avec des enfants. La mairie explique vouloir appliquer le principe de précaution. Toujours dans ce plan, elle a annoncé une vérification plus forte du casier judiciaire et la nomination d'un défenseur des enfants pour mieux repérer les violences. En novembre, là, il y a quelques jours, la ville de Paris souhaite mettre en place un plan d'action contre ces violences. Est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ce sont des bonnes mesures? Il y a certaines mesures qui sont bonnes, puisque déjà, on les demande depuis 4 ans. Après, il y en a d'autres, on se demande réellement comment elles vont être applicables sur le terrain. En particulier, la mesure qui concerne la nomination d'un magistrat honoraire qui serait le défenseur des enfants. Nous, on se pose vraiment la question, comment est-ce qu'il va agir par rapport à la municipalité? Quels vont être ses sujets en fait, de prédilection, son action? Où est-ce qu'il va tout traiter? Est-ce que c'est lui, dorénavant, qui va recevoir et gérer et traiter les mails que nous, aujourd'hui, on reçoit, qui concernent pour la plupart des faits pour lesquels les parents ne portent jamais plainte? Quand son enfant se prend une tape, est poussé, pincé, mis tout seul à table tous les jours à la cantine, humilié quand il pleure, ce genre de choses, est-ce que ce magistrat honoraire va répondre à des mails qui racontent ça? Bonjour monsieur, mon fils subit ça tous les jours. Il va faire ça ce monsieur? Moi, ou cette dame? On demande à voir, forcément. Les pouvoirs publics devraient prendre ça en main. Nous, on estime qu'il devrait y avoir une uniformisation sur le plan national, des process de signalement qui soient à minima communs pour la province, et ensuite la ville de Paris, on comprend que ça peut être mis à part. Dans les choses qui, on espère, vont bouger, c'est déjà cette prise de conscience et de se réunir, qu'on puisse réfléchir ensemble à des mesures qui soient applicables immédiatement, et bien sûr une revalorisation de ce métier, de lui permettre de redevenir un métier, qu'on ait conscience que des enfants ont des besoins psycho-émotionnels spécifiques et que n'importe qui n'a pas les outils, n'est pas outillé pour s'occuper des enfants. À la suite de ces témoignages, nous avons contacté la ville de Paris pour avoir leur retour sur le sujet, mais à ce stade, nous n'avons eu aucune réponse de leur part. Je tiens particulièrement à remercier Anne et Elisabeth du collectif SOS Périscolaire pour leur confiance, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette enquête.